Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous le Grand Témoin. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Laroche, qui est président du SIGREF. Jean-Claude Laroche, bonjour. Bonjour. Juste deux mots sur le SIGREF. Donc le SIGREF, je pense que beaucoup de nos lecteurs le savent, mais c'est pas inutile de le rappeler. Donc vous êtes une association qui réunit quelques 150 DSI de grandes entreprises, et je dirais que ça représente à peu près 1700 euros de chiffre d'affaires et un budget informatique de 50 millions d'euros. Milliards, pardon. Je mélange les dollars et les millions et les milliards. Mais est-ce que c'est à peu près ça, ce que représente le SIGREF ? Oui, juste un petit point de précision. Le SIGREF, c'est pas une association de DSI, c'est une association d'entreprises, de personnes morales, qui sont souvent représentées par leur DSI, mais pas exclusivement. D'accord. Et qui sont soit des très grandes entreprises, soit des administrations publiques membres. Et effectivement, les budgets cumulés, disons, de nos adhérents représentent de l'ordre un peu. Enfin, la dernière fois qu'on a fait l'examen de cette affaire, c'est un peu plus de 50 milliards d'euros de budget IT dans les services informatiques de nos adhérents. Très bien. Alors, je dirais que la première question que je voudrais vous poser est relativement simple. Enfin, elle est simple dans son énoncé, mais beaucoup plus compliquée dans sa réponse. Ça fait 2 ans qu'on est toute la société tout entière est face à une crise sanitaire, et donc à la fois en tant que particulier, mais aussi en tant que professionnel dans les entreprises, on est tous soumis à des contraintes assez difficiles, assez dures. On a vu hier le monde de l'éducation dans la rue. Alors évidemment, les DSI, eux, ils vont pas dans la rue, mais je dirais que vous, en tant que président du SIGREF, donc représentant des DSI et en contact permanent avec les DSI, et vous-même DSI, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit sont les DSI aujourd'hui, quelles sont encore leurs craintes, quels sont leurs défis à relever pour les mois et les années qui viennent? Je vous remercie de me poser cette question. C'est effectivement au cœur des problématiques de nos adhérents en ce moment. En fait, la crise du Covid, c'est une crise qui a plusieurs niveaux d'impact sur les directions informatiques de nos adhérents. Le premier, ça a été au moment du premier confinement, il a fallu partir très très vite chez beaucoup de nos adhérents en télétravail, ou en travail à distance, ce qui a nécessité évidemment d'adapter à très grande vitesse les systèmes d'information pour qu'ils puissent garantir aux utilisateurs de nos membres le fait de pouvoir continuer à travailler. Ça a été le premier impact. Après, il y a eu un deuxième impact, qui est que naturellement chez certains de nos adhérents, la crise sanitaire provoque un surcroît d'activité, pendant que chez d'autres, ça provoque au contraire une perte assez nette d'activité. Et dans tous les cas de figure, les directions informatiques sont fortement sollicitées. Alors pourquoi ? Parce que quand il y a un surcroît d'activité, c'est très très souvent, ça passe très souvent par la numérisation de l'activité, et aussi par le fait que les DSI soient présents pour être en capacité de soutenir cette activité. Alors je dis surcroît d'activité, ça a été le cas des hôpitaux par exemple, ça a été aussi le cas de la grande distribution, notamment dans le domaine alimentaire, mais perte d'activité aussi pour d'autres entreprises, par exemple dans le secteur aérien. Pour autant, cette perte d'activité ne s'est pas traduite par moins de sollicitations des directions informatiques, parce que ce sont les moments que les entreprises ont choisi pour engager des restructurations assez profondes de leurs fonctions informatiques, des révisions assez profondes de leur structure de coûts, etc. Et évidemment, les DSI ont été fortement sollicités. Alors cette période-là, elle continue, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de mutation assez profonde des systèmes d'information de nos adhérents, avec de multiples volets à cette transformation. Donc voilà, une crise Covid, je dirais, avec un impact immédiat sur les systèmes d'information, puis des répliques, et puis finalement des chantiers de fond et de long terme qui en résultent. Est-ce que finalement cette crise, elle a été à la fois le révélateur des faiblesses, mais elle a été aussi l'occasion
de cette transformation numérique et de l'accélération. En gros, comme on était au pied du mur, d'ailleurs, entre parenthèses, on peut se dire, si c'était arrivé il y a une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait peut-être pas pu faire grand-chose. Mais donc, les entreprises ayant été au pied du mur, il a fallu engager de manière accélérée cette transformation numérique. Et finalement, je veux pas dire que c'était une bonne chose, mais au moins, c'est un des effets positifs que la crise a pu apporter. Vous avez raison. Moi, j'ai l'habitude de dire que la fonction informatique n'est plus une fonction support dans nos grandes organisations. Ça devient une fonction qui est au cœur des métiers. C'est pas forcément une fonction cœur de métier au sens stratégique du terme pour un certain nombre de nos entreprises, mais elle est au cœur des métiers. Et en fait, ce qu'a révélé cette crise sanitaire, c'est cette dimension-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, sans le numérique, ça devient difficile de travailler, tout simplement. Ça devient parfois difficile de vivre. On l'a vu, ça va bien au-delà des entreprises, dans la vie courante, pour pouvoir accéder aux services publics, au commerce en ligne, même pour pouvoir tout simplement se faire vacciner ou pour que les enfants puissent avoir accès aux cours. On a vu que le numérique était un outil qui devenait indispensable. Donc, la transformation numérique, aujourd'hui, elle ne concerne plus seulement telle ou telle entreprise, c'est une transformation numérique qui concerne l'ensemble de la société. Cette crise sanitaire l'a révélé très très fortement. Est-ce que, pour pousser un petit peu le bouchon encore plus loin, est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement toutes les entreprises sont des entreprises informatiques à déclinaison sectorielle presque, tellement le numérique a pris une importance et une prépondérance sur le reste? C'est clair. Alors, on n'en est pas forcément à formuler les choses de cette manière-là, ce qui pourrait paraître excessif, mais ce qui est vrai que c'est totalement vrai que le digital ou le numérique devient une fonction vitale pour les entreprises, au même titre que on a besoin maintenant de s'alimenter en électricité de manière vitale, et quand on n'a plus d'électricité, on ne sait plus quoi faire. Eh bien, ça devient exactement la même chose pour tout ce qui est numérique et outils informatiques et télécoms. Et est-ce que vous diriez que pour les DSI, ça les repositionne dans l'organigramme de l'entreprise? Ça fait déjà plusieurs années que les DSI sont progressivement repositionnés, j'allais dire, au top niveau du management des entreprises. C'est maintenant l'appartenance des DSI au comité exécutif de leur groupe ou de leur entreprise est devenue monnaie courante. Mais je veux dire, une crise comme comme la crise sanitaire, et le fait que le numérique apparaisse comme ça au centre de la continuité de l'activité de nos organisations conforte cette tendance à donner à cette fonction informatique un poids net dans la gouvernance de nos entreprises. Très bien. Alors, dans cette transformation numérique, il y a un élément dont on parle déjà depuis plusieurs années, mais qui devient essentiel, c'est le cloud, donc les services de cloud computing. Et vous, en tant que SIGREF, vous êtes partie prenante pour, je dirais, cette initiative de cloud souverain, de cloud dans un domaine à la fois franco-français, mais aussi européen. Il y a eu la deuxième journée du Gaia Summit, il y a quelques semaines, quelques mois. Est-ce que les choses évoluent à la vitesse que vous, en tout cas dans le sens et à la vitesse que vous souhaitez? Du côté du SIGREF, nous ne parlons jamais de cloud souverain. Pour une raison très simple, c'est que pour nous, la question de la souveraineté, c'est un attribut des États. Et nous, ce qui nous importe surtout, c'est de fédérer les besoins de nos adhérents, qui sont des besoins de pouvoir disposer de services de cloud qui soient des services de confiance. Et c'est pour ça que nous parlons plutôt de cloud de confiance plutôt que de cloud souverain. Alors derrière cette confiance, nous mettons trois dimensions finalement. Une première dimension qui est une relation contractuelle de qualité avec les fournisseurs de services cloud, c'est-à-dire de la transparence, de la capacité d'avoir de la réversibilité sur nos données, de l'auditabilité, etc. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, la sécurisation sous l'angle cyber. D'ailleurs, le fait que on soit pas, quand on fait appel à un service cloud, à la merci des attaquants qui pourraient vouloir pénaliser notre activité. Et puis, une troisième dimension, c'est une immunité au regard de l'extraterritorialité du droit de certains pays, notamment des pays extra-européens. Donc, c'est ces trois dimensions-là que nous mettons derrière
notion de cloud de confiance. Alors, c'est pas exactement la souveraineté, parce que la souveraineté, ça consisterait à dire il faut avoir des solutions françaises ou des solutions européennes. Nous exprimons plutôt la question du besoin de nos adhérents et donc la question de la confiance envers les services qui sont offerts. Gaia X, vous parliez de cela, donc c'est un débat que nous avons avec l'ensemble des parties prenantes de Gaia X, notamment pour arriver à déterminer des labels qui permettent de qualifier finalement ce qui est attendu des services cloud avec différents niveaux d'exigence. Et aujourd'hui, le travail n'est pas encore abouti, il avance bien. Mais voilà, nous portons ces exigences. Alors, pour que au moins le plus haut niveau de confiance qu'il y a dans Gaia X recouvre les 3 dimensions dont je vous ai parlé. D'accord. Et alors, finalement, bon, il peut y avoir une intersection entre cette notion de cloud de confiance et de cloud souverain. On espère d'ailleurs qu'elle sera peut-être la plus grande possible. Mais ce qui veut dire que, si je reprends le point 3 que vous avez évoqué, le fait qu'il y ait des GAFAM dans cette initiative, pour vous, n'est pas un problème en soi, tant qu'il y a le respect de ce point numéro 3. En fait, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont utilisées par nos adhérents, et notamment des solutions bureautiques qui sont fournies par les GAFA. Par exemple, les suites bureautiques, il y en a beaucoup qui sont fournies par Microsoft, par Google, et etc. Donc, clairement, c'est que ça répond à un besoin de nos adhérents. Pour autant, nous souhaitons que l'utilisation de ces outils ne permette pas à d'autres États, des États hors de l'Europe, d'accéder à nos patrimoines de données. Et ça, c'est un point clé. C'est pour ça que nous parlons de l'immunité à l'extraterritorialité du droit des pays extra-européens. Pour autant, si demain, il existe de la part d'entreprises françaises ou européennes des solutions bureautiques, j'allais dire aussi attrayantes et compétitives que celles que proposent aujourd'hui les GAFA, il est absolument certain que les adhérents du SIGREF se feront un plaisir de les introduire dans la compétition et d'y avoir recours en tant que de besoin. Très bien. Est-ce qu'on peut parler de cette initiative comme une initiative qui va se dérouler dans le temps ? Bien sûr, c'est pas, il y a pas une cible, il y a pas un objectif, c'est quelque chose c'est un ongoing process, on va dire en bon français. Mais est-ce qu'on peut donner quand même là où les prochaines étapes vers lesquelles on doit arriver? Oui, ben j'en profite pour passer un message. Vous avez raison de souligner ce point, parce que en fait, il y a une espèce de course de vitesse entre trois facteurs. Le premier, c'est la rapidité avec laquelle on peut formaliser des exigences pour expliquer ce dont on a besoin en matière de cloud de confiance. Et de ce point de vue-là, le SIGREF a publié des travaux sur différents niveaux de cloud qui correspondent aux besoins de nos adhérents, et évidemment il est à la disposition de tous ceux qui veulent s'en saisir. Donc ça, c'est une première famille, mais il serait bon que ça débouche sur des labels. Donc il y a une nécessité à aller assez vite de ce côté-là et du côté de la réglementation, y compris dans le cadre de Gaia X. Et deuxième point qui est important, c'est qu'il existe une offre industrielle qui répond à ces critères-là. Donc, il y a des initiatives qui aujourd'hui existent, qui ont été prises. Il faut qu'elles puissent déboucher sur des offres commerciales auxquelles peuvent avoir accès nos adhérents et qui répondent à ces préconisations qu'il y a finalement dans les expressions de besoins qui ont été formulées, et notamment qui ont été formulées dans le cadre des travaux du SIGREF. Et puis, troisièmement, il y a la rapidité avec laquelle les grands acteurs du cloud mondiaux aujourd'hui agissent pour essayer de proposer des offres qui tuent le plus vite possible le marché. Parce que il est clair que les plus grands acteurs du numérique aujourd'hui, ils n'attendent pas de voir émerger l'offre de cloud de confiance qui va les concurrencer d'une certaine manière par rapport à l'offre native qui est la leur. Et donc aujourd'hui, ils agissent pour contractualiser au plus vite avec leurs grands clients sur des solutions qui les amènent dans leur propre cloud. Donc, on voit bien qu'entre ces trois initiatives, j'allais dire à caractère de labellisation et réglementaire, d'autre part d'offres industrielles et troisièmement initiative commerciale de la part des grands acteurs du cloud, il y a une course de vitesse.
Alors, chaque année, c'est la 3e édition, vous publiez un document qui donne le tableau, qui dresse un tableau des relations entre les entreprises, les DSI et les fournisseurs. Donc, vous avez publié la 3e il y a quelques mois. Et dans ce document, donc on va pas le détailler, mais il y a un élément que vous mettez en avant dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le multi-cloud, c'est la possibilité finalement pour une entreprise d'aller d'un cloud à un autre cloud concurrent pour pouvoir justement exercer une sorte de pression peut-être amicale avec son fournisseur. Et donc ça implique la notion de réversibilité. Est-ce que cette réversibilité, c'est uniquement une vue de l'esprit, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se mettre en pratique dans des conditions assez satisfaisantes aujourd'hui ? Écoutez, ça peut se mettre en pratique dans des conditions satisfaisantes. Ça suppose qu'il y ait une forme de... D'abord, ça suppose d'une reconnaissance de la part des grands acteurs du cloud, du fait que le patrimoine de données dont ils sont dépositaires au travers des services qu'ils proposent à leurs clients appartient bien à leurs clients. Donc, il est normal, il est logique que leurs clients, dans le cadre du marché, puissent faire appel à d'autres acteurs pour pouvoir transposer ces services depuis l'acteur avec lequel ils ont un contrat vers un autre acteur. Cette réversibilité, c'est une exigence absolument majeure de nos adhérents, parce que sans cette réversibilité-là, il n'y a tout simplement pas de marché. Et il est très important aussi que cette réversibilité puisse s'effectuer sans coût qui soit prohibitif et qui soit précisément une barrière au changement de fournisseur. Donc c'est quelque chose qui nous paraît être, quand vous dites est-ce réaliste, moi j'allais vous dire c'est un minimum. C'est un minimum, sinon il n'y a pas de marché. Donc il faut que ce soit réaliste. Alors évidemment, ça suppose derrière qu'il n'y ait pas trop d'adhérence entre les services qui sont achetés chez un fournisseur de cloud et les technologies qu'utilise ce fournisseur de cloud. Parce que, évidemment, si tout est fait pour que cette réversibilité existe en théorie, mais ne puisse pas se mettre en œuvre, sauf travaux techniques très lourds de la part du client, il y a un problème. Donc, ça passe évidemment par une forme de standardisation de l'offre cloud sur un certain de standardisation des offres de services, etc. Bon. Mais j'allais dire... là, on est dans une démarche qui est une démarche progressive et qui va prendre de l'importance au fur et à mesure que les entreprises effectuent un mouvement vers le cloud qui est en train de s'accélérer à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore d'exemple concret qui finalement atteste le fait que ce soit réellement possible dans des conditions satisfaisantes. Si, on a des exemples. On a des exemples. Il y a un certain nombre de cas dans lequel ça s'est produit. Il n'y a pas encore si longtemps que ça dans l'entreprise dont j'ai l'honneur d'être DSI. Vous avez eu l'occasion de le faire, donc ça se fait. Mais ça ne se fait pas encore avec, j'allais dire, la fluidité et l'ampleur qui est nécessaire pour qu'on puisse aller assez massivement dans le cloud et se dire que sans trop de difficultés majeures, on pourra changer de fournisseur de cloud sur, j'allais dire, des très très grosses applications métiers de l'entreprise ou sur des applications essentielles pour la vie de l'entreprise. Il y a des choses qui se font, il faut aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui, ça c'est clair. Très bien. Toujours dans ce cadre des relations entre les entreprises et puis leurs fournisseurs, vous venez de faire la mise à jour là un guide des bonnes pratiques en matière d'audit de licence logicielle. C'est un élément, c'est une arme finalement que peuvent utiliser les fournisseurs vis-à-vis de leurs clients. Pour par exemple les pressurer pour aller vers le cloud tout simplement, mais pour un certain nombre d'autres choses. Vous utilisez d'ailleurs dans ce document à plusieurs reprises le terme de bonne foi. Est-ce que vous trouvez, et vous le dites vous-même dans ce document, enfin vous-même le SIGREF dit que finalement c'est pas possible d'être à 100% conforme. C'est un peu comme sur la N20, c'est pas possible de respecter les limitations de l'ITES puisque ça change tout le temps. Est-ce que vous diriez que finalement ces pratiques se sont un peu standardisées et se font de manière tout à fait acceptable, ou est-ce qu'il y a des fournisseurs qui les utilisent un peu trop comme arme commerciale ? Bon, écoutez, aujourd'hui,
les fournisseurs continuent à utiliser ce type d'audit comme des armes commerciales. Nous plaidons pour une relation de confiance, comme je vous l'ai dit, entre nos fournisseurs et nous, et cette relation de confiance passe par le fait que les audits se fassent de bonne manière. Mais vous savez, il y a aussi une extraordinaire parfois complexité derrière le fait d'être tout simplement en capacité de compter les licences. Il y a toutes sortes de pratiques qui existent commercialement ou de clauses dans les contrats qui font que vous pouvez vous retrouver verrouillé sur des produits parfois que certains utilisateurs savent même pas qu'ils ont, et parce qu'ils sont pas utilisés, et dont ils s'aperçoivent que finalement ils font partie des licences qu'ils ont à payer, etc. Il y a toutes sortes d'éléments qui font que cette affaire-là peut être est potentiellement contentieuse entre des clients et des grands fournisseurs de cloud. Donc nous plaidons évidemment pour le plus de transparence possible, le plus de prévisibilité possible, et la capacité à être clair sur la façon dont on consomme ces licences, et ce que finalement sur ce qui nous a été vendu de la part des éditeurs de logiciels. Les situations de rapport de force elles ont été très marquées ces dernières années sur ces sujets-là. Nous pensons que c'est pas des relations commerciales normales, donc nous plaidons toujours pour que ces audits, dont on comprend bien qu'ils puissent avoir lieu, mais se fassent de bonne manière, d'une manière où chacun est de bonne foi, et où il y a une transparence de l'information et un équilibre de la relation entre les fournisseurs de cloud et les utilisateurs de solutions. Et est-ce que sur cette question, vous travaillez avec les autres associations européennes pour avoir un peu plus de poids par rapport aux fournisseurs ? Alors, il y a des domaines sur lesquels on travaille avec les autres associations de fournisseurs. Sur ce travail spécifiquement, non. En revanche, sur les relations avec les fournisseurs d'une façon plus générale, oui. On l'a fait notamment récemment avec nos pairs allemands, hollandais et belges sur la question des multiples vulnérabilités qui sont publiées par les éditeurs et qui nous paraissent extrêmement problématiques, puisqu'ils entraînent à la fois des niveaux de mobilisation très importants chez nos adhérents, mais aussi des surcoûts, et aussi sur des questions d'obsolescence, c'est-à-dire que on était extrêmement attaché, et c'est un point qu'on souligne à l'heure actuelle, à ce que l'obsolescence logicielle, qui est une obsolescence programmée, que les éditeurs changent leur approche en matière d'obsolescence, c'est-à-dire qu'on cesse cette pratique qui consiste à diminuer la durée de vie des versions en permanence, et en plus à faire en sorte que ça entraîne de l'obsolescence matérielle, donc la nécessité de renouveler des parcs de matériel et tout. Donc sur ces questions-là, et notamment vis-à-vis d'un grand éditeur, en l'occurrence Microsoft, nous nous sommes exprimés en commun avec des associations allemandes, belges et hollandaises tout récemment. Donc pour compléter ce point, vous avez publié un guide sur l'obsolescence à la fois matérielle et logicielle. Un dernier point que je voulais évoquer avec vous, on est à moins de 100 jours d'une élection importante, et je dirais que dans le débat public, alors même que ces 2 dernières années, finalement, on a vu que le numérique était un élément essentiel dans la vie de nos sociétés, à la fois pour les particuliers mais aussi pour les entreprises, finalement le numérique n'est pas un sujet dont se saisissent beaucoup encore les candidats, et même, je dirais plus généralement, l'ensemble des acteurs. Est-ce que vous ne le regrettez pas un petit peu ? Mais si, nous le regrettons. Donc aujourd'hui, nous nous sommes adressés à l'ensemble des équipes de campagne. Alors les dispositifs de campagne ne sont pas encore totalement stabilisés, puisqu'on n'est pas sorti de la phase de désignation des candidats. Mais tous ceux qui sont pressentis, nous nous sommes adressés à eux avec un ensemble de propositions que nous avons élaborées, pas tout seul, le SIGREF, avec 10 autres grandes associations du monde du numérique, qui représentent quasiment tout le monde du numérique en France,
pour interpeller les candidats autour de grandes thématiques et avec des propositions concrètes derrière ces thématiques. Alors dedans, il y a des questions qui sont très à l'inclusion numérique, à la formation, à l'impact du numérique sur l'économie, à la question du numérique et de l'environnement, la question de la cybersécurité aussi, et de la sécurité numérique, et puis la question de la souveraineté et finalement de l'offre industrielle qui peut exister dans le monde du numérique aujourd'hui en France et en Europe. Donc nous les avons interpellés sur le sujet, nous allons les entendre, nous allons les inviter à venir nous présenter leurs propositions dans le domaine début mars et nous allons nous exprimer de façon de plus en plus soutenue dans le débat public sur ces questions-là jusqu'à l'élection présidentielle. Très bien, écoutez, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, je crois qu'on a fait un tour assez complet et Jean-Claude Haroche, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous.